Bienvenue. Qui, en pleine mission super urgente dans The Witcher 3, n'a jamais tout mis en pause pour un PNJ qui demande «Ça te dirait une partie de Gwent?» Ah oui, le fameux griffon qui attend, on a tous fait ça. Exactement. Eh bien, figurez-vous que 10 ans après, ce jeu de cartes culte, il arrive enfin en version physique. Tout à fait. Et aujourd'hui, on va se pencher là-dessus en s'appuyant sur les points clés de notre article d'analyse. On va explorer un peu ses origines, ce qu'il y a dans la boîte, comment ça se joue, et puis voir si ça vaut le coup après toute cette attente. Allez, c'est parti. Alors, le Gwent, à la base, c'était juste un mini-jeu dans The Witcher 3, hein. Une idée de Raphaël Jacqui et Damien Monnier chez CD Projekt Red. C'est ça, mais ça a pris une ampleur folle. Ah oui, carrément. Certains passaient clairement plus de temps à collectionner les cartes qu'à chasser du monstre, quoi. C'est clair. Et du coup, ça a mené à des versions numériques, dès 2016 ou 2019, je crois. Mais pour le physique, 10 ans d'attente. 10 ans, la communauté devait être sur les charbons ardents. Complètement. Au point que des versions print and play circulaient, des trucs faits maison, quoi, mais... Bon, c'est des projets trade, les faisaient souvent retirer pour des questions de droit, évidemment. Jusqu'à l'annonce officielle en 2023. Et le voilà, donc édité en France par No Loading Games, développé par Hachette Board Games UK, distribué par Gigamic. Oui. Un jeu pour 1 à 5 joueurs, annoncé pour 10 ans et plus, des parties d'environ 20 minutes. Et un prix qui tourne autour de 35 €, c'est ça? C'est ça. Environ 35 €. Alors, si on regarde le matériel, un point important de notre article, on est bien dans l'univers Dark Fantasy d'Andrea Sapkowski, un très folklore slave, et surtout un truc que les fans attendaient, notre analyse le confirme, les illustrations des cartes sont bien celles de The Witcher 3. Les mêmes. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Un soin exaucé. Et la boîte elle-même, elle a l'air soignée, non? Compacte, avec cet effet bois rustique, ça colle bien. Oui, elle est plutôt réussie, élégante, mais à l'intérieur. Justement, qu'est-ce qu'on trouve? Il n'y a pas une petite déception possible sur la qualité pour ce prix? C'est une bonne question. Notre article note, c'est vrai, un petit bémol sur le plateau de jeu. C'est du papier épais, quoi. Et les jetons sont en carton simple. D'accord, pas de bois ou de métal. Non. Sans doute pour garder le prix raisonnable. Mais, et c'est ce qu'on soulignait dans l'article, le reste est top. Le livret de règles, 12 pages, super clair, et surtout 436 cartes format poker. 436. Oui. Et point essentiel, toutes les cartes sont là. Pas d'extension à acheter derrière. Et j'ai lu dans votre article qu'ils avaient même pensé à la place pour les cartes si on met des protège-cartes, des sleeves. Tout à fait. C'est prévu. Et ça, c'est vraiment appréciable. Souvent oublié, ce détail. C'est vrai. Donc, globalement, notre conclusion, c'est que le rapport qualité-prix à 35 € est excellent. Après, pour les passionnés, il y a des options vendues séparément. Tapiné au prène, carte brillante, même une version deluxe à près de 200 €. Ok, passons au jeu lui-même. On choisit une faction, c'est ça? 5 choix. Monstre, Nilfgaard, Royaume du Nord, Scoia'tael, Skellige. Chacune avec son style. Exactement. Nilfgaard qui gagne les égalités, par exemple? Très ça, très manipulateur. Carrément. Chaque faction a son approche. Les monstres qui essayent de submerger, Nilfgaard la ruse, les royaumes du Nord avec leurs machines de siège, Scoia'tael plus guérilla, Skellige qui se renforce avec le temps. Et on peut jouer avec des decks tout faits au début? Ou faut construire son deck direct? On peut commencer avec les decks préconstruits. C'est même conseillé. Sinon, on construit son deck. Minimum 22 unités, max 10 cartes spéciales, un leader. C'est assez simple. Et cette mécanique centrale, la main de 10 cartes qui doit durer toute la partie, pourquoi c'est si important, d'après votre analyse? Ah ça, c'est vraiment le cœur du Gwent. Contrairement à plein de jeux de cartes, on ne repioche pas à chaque tour. Ah oui, c'est vrai. Donc chaque carte est une ressource hyper précieuse. Il faut la jouer au bon moment, sur potentiellement 3 manches, savoir quand forcer, quand garder ses forces pour la suite. C'est ça, l'attention. C'est une gestion de l'effort constante. D'accord. Heureusement, il y a le mulligan au début, pour changer quelques cartes. Oui, on peut en changer 2 si la main de départ ne plaît pas. Ça aide un peu. Et le tour de jeu est simple, une seule action, jouer une carte, utiliser le pouvoir du leader une fois par partie, ou passer. C'est ça. Et le placement sur les 3 lignes, mêlée, distance, siège, a son importance aussi, car certaines cartes ou effets ne visent que certaines lignes. L'objectif étant d'avoir le plus de points à la fin de la manche pour la gagner. 2 manches gagnantes sur 3. Voilà. Simple en apparence. Et votre article mentionne d'autres modes que le duel 1 contre 1? Oui. Il y a un mode solo contre un automa, un système qui simule un adversaire. Il y a un mode 2 contre 2, des règles pour jouer à 3, 4 ou 5, et même un mode tournoi. Il prévoit d'ailleurs des événements autour de ça.
Bon, alors après toute cette exploration, le verdict final de votre article, c'est quoi? On a utilisé le mot grandiose. Honnêtement, c'est un jeu qui a des règles simples, mais une profondeur tactique vraiment étonnante. C'est rapide, c'est prenant, et surtout c'est hyper fidèle à l'esprit du mini-jeu de base. Ça capture bien l'ambiance, quoi. Exactement, ça retranscrit cette petite évasion ludique qu'on aimait tant dans The Witcher 3. Les petits défauts qu'on a notés dans notre analyse, c'est surtout le matériel un peu simple du plateau, comme on disait, et le mode solo qui est peut-être un peu moins excitant que les duels. Donc en résumé, on peut dire que cette sortie physique du Gwent, c'est une réussite. Elle arrive à capter la magie du jeu vidéo avec des règles accessibles mais une vraie stratégie et une atmosphère qui nous replonge dedans. Un jeu facile à expliquer mais difficile à maîtriser, comme on dit souvent. C'est un peu ça. Tout à fait. Et ça amène d'ailleurs une réflexion intéressante pour conclure. La popularité incroyable d'un jeu dans le jeu, comme le Gwent, qu'est-ce que ça dit sur ce que les joueurs recherchent dans ces immenses RPG en monde ouvert? Bonne question. Pourquoi parfois ces activités annexes, ces distractions, deviennent plus captivantes que la grande mission, que sauver le monde? C'est une piste de réflexion, je trouve.